Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence en ligne à l'occasion de cette nouvelle édition des GECO, les grandes journées nationales et internationales, on peut le dire, de l'économie de Lyon. Nous allons parler information et désinformation, beaucoup de choses autour des fake news. Bien sûr, c'est tout à fait d'actualité. Comment lutter contre les fake news en économie, dans l'actualité sociale, culturelle, politique, surtout géopolitique. Nous allons voir cela avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. En tout cas, cette question va nous occuper pendant 1h30 puisque nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Et c'est une conférence, une table ronde qui vous concerne également, vous toutes et tous qui êtes en train de nous regarder, de nous écouter derrière vos écrans, puisque vous pourrez participer. Nous consacrerons le dernier quart d'heure, voire un peu plus, de cette table ronde à vos questions. Il vous suffit tout simplement d'envoyer un SMS au numéro qui s'affichera régulièrement sur votre écran. Je vous donne d'ores et déjà ce numéro, c'est le 07 67 84 64 67, le 07 67 84 64 67. Alors, Internet et les réseaux sociaux sont minés aujourd'hui par les rumeurs, la manipulation des faits, des mensonges, des complotismes même en tout genre, on peut le dire. Il y a le Covid-19, il y a la guerre en Ukraine, il y a les fameux vaccins, bien sûr, les guerres ukrainiennes, la guerre, les budgets en Italie, également plein de, je dirais, une dimension internationale à notre sujet qui le place au cœur de l'actualité. Cette nouvelle donne confirme en tout cas l'urgence de promouvoir de nouveau la qualité de l'information, la certification de l'information. Ça, nous allons le voir avec nos différents intervenants. Comment faire face à ce défi à la fois français et international, je le disais, en termes d'économie et de social. Alors, des avancées ont lieu au niveau européen, bien sûr, notamment avec le Digital Service Act, dont nous reviendrons tout à l'heure, sur lequel nous reviendrons avec la porte-parole de la Commission européenne en France. En tout cas, c'est une longue marche dans laquelle se sont lancés des médias pour créer des contre-feux, des décodages. Nous verrons cela à travers les séquences des vrais du faux, le vrai du faux que certains médias développent de plus en plus. Alors avec les GECO, cette table ronde est réalisée avec et en partenariat avec France Info, organisée également par l'AGEF, l'Association des journalistes économiques et financiers, que j'ai l'honneur de présider. Et grand merci à une de nos vice-présidentes, en l'occurrence Françoise Cruignot, sans qui cette table ronde n'aurait pas existé. Alors, voyons donc tout cela avec nos invités que je vous présente. Françoise Benamou, présidente du Cercle des économistes, professeur émérite à l'université Sorbonne Paris-Nord et à Sciences Po Paris. Avec nous également Adina Revol. Adina Revol, porte-parole de la Commission européenne en France. Avec nous Estelle Cognac, directrice de l'agence Radio France, par ailleurs directrice adjointe de France Info, la radio en continu. Benoît Loutrel est avec nous également pour cette table ronde, membre du collège de l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Benoît Loutrel en charge au sein de l'ARCOM de la régulation des réseaux sociaux. Et puis Éric Naon qui vient de nous rejoindre, directeur adjoint de l'IPJ Dauphine, l'Institut pratique du journalisme PSL, l'école de journalisme de l'Université de Paris-Dauphine, par ailleurs président de l'EJTA, c'est l'Association européenne de formation au journalisme. Alors, je vous rappelle à tous les cinq la règle convenue. Vous aurez 4-5 minutes de propos liminaires, après quoi nous débattrons avant de répondre aux questions des internautes. Françoise Benamou, je me tourne tout d'abord vers vous. Que faut-il entendre par fake news quand on est économiste comme vous, alors spécialiste de la culture certes, mais vous avez un regard transversal sur l'actualité. La sémantique est très importante parce que fake news, ça recouvre de nombreux champs de bataille, si je puis dire. Merci pour l'invitation, merci pour la question. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut entendre par fake news? Effectivement, c'est un terme composite, si je puis dire. C'est de la désinformation qui peut relever d'un combat politique ou simplement tenir à des propos mal étayés et qui ensuite peuvent dériver. C'est aussi, et j'y reviendrai, c'est très important du point de vue là, de l'économiste, c'est sans doute la recherche de clics dans le cadre d'une économie du numérique qui fonctionne autour
de tout ce qui est viral, c'est-à-dire une information est lancée par quelqu'un et ensuite elle va devenir virale sur les réseaux sociaux. Et on a beaucoup de fausses informations dans tous les domaines, hein, la santé, le conseil en bien-être, aussi bien que la politique proprement dite. Ce qui m'amène peut-être à une remarque qui est importante, c'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas sous-estimer les fake news, et je vais y revenir, il ne faut pas non plus les surestimer au sens où on met dedans beaucoup de choses et peut-être on cède parfois à une sorte de théorie du complot inversée, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir un grand complot dans les fake news, là où on a, donc, comme je le disais, des phénomènes composites. Mais si on le fait, c'est parce que on est tous empreints d'une grande inquiétude démocratique, et je crois qu'une des raisons du bon fonctionnement, enfin du fonctionnement efficace, de leur point de vue, du moins, des fake news, c'est l'économie. Alors j'y viens, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'économie dans les fake news. On est au GECO aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement la raison. Je crois que vraiment, il y a une économie des fake news, et laquelle, alors on peut la voir déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, déjà de deux points de vue. Du point de vue de celui qui produit des fake news, il est clair que les fake news sont des sources d'accroissement de l'audience dans le cadre de ce qu'on appelle des marchés bifaces, c'est-à-dire des marchés sur lesquels vous produisez des contenus. Et on sait bien que quand ces contenus sont très attractifs, faux, très souvent faux, ils vont faire venir beaucoup de monde. On l'a vu avec les masques dans le cadre de la pandémie, tout ce qui a pu circuler. Et ensuite, ça fait du clic, parce qu'il faut savoir que ces clics vont renvoyer à des espaces publicitaires. Et on pourra revenir sur toute cette industrie des fake news qui s'est construite avec de la publicité qui va avec et qui permet que cette industrie soit tout à fait rentable. Donc, on est vraiment dans ce cadre d'une diffusion virale de l'information, de la fausse information, qui permet ensuite de générer des profits. Ça, c'est un premier aspect de l'économie des fake news. Je dirais qu'il y en a un autre à l'autre bout du spectre. À l'autre bout du spectre, c'est quoi? C'est la détection des fake news. On voit bien d'ailleurs le débat qui a commencé à se développer autour de la future politique de Elon Musk avec Twitter, avec le rachat de Twitter. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va développer la modération ou au contraire la réduire, dans le cadre aussi de sa volonté de réduire le nombre de gens qui travaillent chez Twitter? Et il a annoncé vouloir, je cite, former un conseil de modération des contenus composé de représentants aux opinions divergentes. On peut s'inquiéter de ce genre de formule. C'est quoi des opinions divergentes en l'occurrence? Ça peut être, comme on dit, 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour Hitler. Hein, c'est-à-dire, voilà, on va présenter tous les points de vue d'une manière absolument aplatie, comme si tous se valaient. Il faut faire très attention à cela. Donc voilà, donc il y a un coût de la détection des fake news. Ce coût, c'est un coût privé pour les plateformes. Ce sont des coûts collectifs pour la société, parce que la fausse information entraîne ensuite des désordres, si vous voulez, dans la société, des désordres dans le bien-être social. Et là aussi, on peut renvoyer à la pandémie, mais pas que. Même, par exemple, aujourd'hui, prenons un sujet économique, celui de l'inflation. Il y a beaucoup à dire sur les fake news qui peuvent circuler aujourd'hui. Et puis, il y a un coût du fast-checking pour les médias. On pourra en rediscuter, mais je sais que nous avons ici une représentante de Radio France, et tout particulièrement d'ailleurs France Info a créé une agence là-dessus. C'est un coût, c'est en même temps peut-être la condition pour les médias de leur réputation, donc de leur audience, de leur qualité et à terme de leur viabilité économique. Mais c'est vrai que le coût peut être tout à fait important. Merci beaucoup Françoise Benamou. Je profite de l'occasion pour préciser que vous publiez cet ouvrage, Le don dans l'économie, avec Nathalie Moureau. Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est aux éditions de La Découverte. Benoît Loutrel, je rappelle donc membre du collège de l'ARCOM, autorité de régulation
de la commission audiovisuelle, de la communication audiovisuelle et numérique. Alors peut-être dans un premier temps, avant votre propos liminaire, très rapidement, Benoît Loutrel, s'il vous plaît, une définition de l'ARCOM, c'est la fusion du CSA et de la fameuse Hadopi. Voilà, tout à fait. L'ARCOM, c'est le régulateur des médias audiovisuels et numériques. On a repris les missions du CSA qui sont connues vis-à-vis des radios et des télévisions. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a étendu ces missions aux réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Twitter, comment organiser leurs responsabilités, comment organiser le fait qu'ils participent à des objectifs d'intérêt généraux pour, comme c'est le sujet aujourd'hui, lutter contre la désinformation. Donc, c'est un régulateur qui a été créé en début d'année. Alors nous, la manière dont on pose le problème, effectivement, on se méfie toujours du terme fake news parce on préfère bien qualifier de la désinformation et la mésinformation. La mésinformation, c'est mon vieil oncle qui dit une énormité sur Facebook. C'est une énormité, c'est complètement faux, mais il a le droit. C'est la liberté d'expression et on ne va pas lui interdire le droit de parler. Il a répandu une information qui est fausse, mais il n'avait pas l'intention de le faire. La désinformation ou la manipulation d'information, c'est un État étranger qui va essayer de faire passer pour des citoyens français et qui va essayer d'électriser notre débat national. Ça, par contre, c'est nettement plus gênant. Évidemment, les deux existent et il faut lutter contre les deux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la rumeur. La rumeur, parfois, est involontaire et n'a pas de mauvaises intentions, mais la rumeur aussi, parfois, est totalement malveillante et elle n'a pas attendu Internet. La rumeur a toujours existé dans nos sociétés. Le sujet de la qualité de l'information est bien antérieur à l'Internet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait? C'est ça qui est intéressant, c'est de se poser la question, pourquoi avec les réseaux sociaux, on se pose toutes ces questions? Ce qui est nouveau, c'est en fait, grâce aux réseaux sociaux, on voit l'ampleur de la mésinformation. Et donc, ça fait réagir parce qu'on comprend mieux les dynamiques de nos sociétés. On voit que une information qu'on pensait être comprise n'est pas comprise. On voit les interrogations et donc ça donne parfois le vertige, mais il faut s'en réjouir quelque part parce qu'on comprend mieux comment fonctionnent nos sociétés. Par contre, on soupçonne en permanence qu'on fait face aussi à des manipulations d'informations, à des ingérences étrangères, et ça, c'est dérangeant parce que on s'interroge en disant mais est-ce qu'on est manipulé? Est-ce que la formation de l'opinion publique est instrumentalisée? Et ne pas savoir répondre à cette question, ça érode la confiance qu'on a dans l'information. Et la confiance dans l'espace informationnel, c'est au cœur de la cohésion sociale, du fonctionnement de nos sociétés. Et donc, ce qui est important de réaliser, c'est que le point important, c'est de se dire, en fait, où sont les réseaux sociaux? Quel est leur rôle à eux? Françoise Benhamou l'a mentionné en disant, mais est-ce que par leur modèle économique, en fait, ils organisent ça pour faire de l'argent, gagner des profits? Et si c'est le cas, ça serait inacceptable. Et donc, à la base, la problématique dont le législateur national s'est saisi, et puis maintenant le législateur européen, c'est de se dire, mais comment organise-t-on la responsabilité des réseaux sociaux pour se convaincre qu'ils ne font pas partie du problème, mais qu'ils vont faire partie activement de la solution? Et c'est ça le mandat qui a été confié au régulateur, à l'ARCOM. Aujourd'hui, on exerce ce mandat dans le cadre de la loi française et on s'apprête. Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est aujourd'hui que le DSA devient juridiquement opposable, à l'exercer demain dans le cadre de la loi européenne, au sein d'un réseau de régulateurs, avec la Commission européenne au centre, mais aussi tous les régulateurs nationaux des États membres, parce que collectivement, on sera plus pertinent pour responsabiliser ces acteurs, tout en veillant strictement à garder nos libertés, notamment notre liberté d'expression. Parfait. Beau tour d'horizon qui préfigure alors d'autres questions que nous allons vous poser tout à l'heure et dont nous allons débattre, Benoît Loutrel. Vous parliez du Digital Service Act. Nous allons y revenir bien sûr largement parce que c'est un point important au niveau européen. Et puis, je vais revenir vers vous concernant la fameuse régulation. Est-ce qu'on peut réguler réellement les réseaux sociaux et si oui, et les grandes plateformes, si oui, dans quelles conditions? Estelle Cognac. Directrice de l'agence Radio France, directrice adjointe de France Info. Merci de nous avoir rejoints. Alors, avec vous, Estelle Cognac, on va, je dirais, entrer dans la cuisine parce que vous avez créé en 2016, hein, je parle sous votre contrôle, donc
une agence interne qui s'est ensuite doublée d'une structure de fact-checking, hein, justement pour vérifier et valider l'information. Ça s'appelle notamment la cellule vrai du faux. Vous allez nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous détailler dans un premier temps ce qui est finalement une double stratégie pour France Info, hein, troisième radio de France, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment on aborde cette question des fake news quand on a, je dirais, l'information comme ADN et comme métier de base, finalement? Oui, tout à fait. Alors, c'est une stratégie pour France Info qui remonte quand même à longtemps. Et je vais pas, je sais j'ai pas plein de temps pour mon propos liminaire, mais disons que c'est en 2012, à l'occasion de l'élection présidentielle, que France Info a créé pour la première fois une chronique de fact-checking vrai du faux. Et au départ, elle ne faisait que de la vérification de propos politiques. Voilà, ça c'est important. Et c'est ensuite, avec l'émergence des réseaux sociaux et des fake news sur les réseaux sociaux, qu'elle s'est transformée progressivement pour élargir son spectre, on va dire, et ne plus faire que de la vérification de propos politiques, mais de la vérification sur des fois récentes, sur le Covid ou sur un certain nombre de choses. Voilà. Donc ça, c'est important à dire. Et on s'est doté effectivement de 2 outils à Radio France en janvier 2016 de l'agence Radio France, et à la rentrée, et c'est 2019, d'une cellule dédiée à la vérification d'infos et au décryptage et à l'explication, parce que je pense que cela va avec. Quand on veut lutter contre les fake news, contre la désinformation, on a aussi besoin d'aller expliquer les choses, remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, et c'est de dire, ben voilà, vous avez entendu parler de telle réforme, voilà ce qu'il y a vraiment dedans. Quel est exactement, par exemple, on l'a vu avec l'Ocean Viking, quelles sont exactement les règles en Europe pour réceptionner les migrants qui sont en mer. Voilà, c'est vraiment réexpliquer les vraies lois, donner les vrais chiffres, les vraies explications. Il y a aussi, ça fait partie de manière importante de la stratégie de France Info, débunker, quand on emploie le terme, démonter la fake news, mais aussi expliquer, donner les clés. La cellule vrai du faux, c'est 6 personnes à France Info. Elle a une chronique en matinale, elle irrigue aussi toute la journée. Elle fait aussi, il y a un journaliste dans cette cellule qui est dédié à la vidéo et aux réseaux sociaux. Donc, c'est à la fois radio et aussi sur tous nos réseaux. Il y a aussi la même chose côté France Télévisions sur le canal 25 avec une émission qui s'appelle Vrai ou Fake. Donc ça, c'est vraiment notre stratégie autour des réseaux sociaux. Et l'agence en parallèle, elle travaille plus autour de la certification d'information, je dirais, dans une chaîne d'infos en continu, quand il y a des informations qui arrivent de partout, et c'était le cas avant cette agence déjà, et encore plus aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux progressivement, on avait de l'info qui arrivait et des infos non sourcées, ou avec des sources que vous pouvez entendre, sources proches du dossier, sources proches de l'enquête. Bon, et notre stratégie a été de dire, nous voulons plus sur notre antenne que de l'info que nous avons revérifiée. Alors, on a une charte très stricte, vraiment, de reprise des infos. Quand la source, elle est clairement identifiée et qu'elle est pertinente sur le sujet, on peut le donner. Par exemple, si la première ministre donne une interview dans Le Monde, on peut reprendre cette info. Mais par contre, en ce qui concerne tous les médias et les agences de presse, si jamais on nous dit de sources proches du dossier, on apprend que nanana, tout ça, on va revérifier. Et ça, c'est une stratégie qui est importante, qui était complexe pour une chaîne d'infos en continu. Il y a une certaine concurrence où au départ, c'était aller le plus vite pour donner une information. On a dû changer notre logiciel qui était de dire dorénavant, on ne fait pas la course au scoop, mais voilà, on fait la course à notre information, à donner une bonne information, une information vérifiée. C'est le slogan de France Info, l'info, pas juste l'info, l'info juste. Et c'est vrai que depuis 2016, on est vraiment inscrit dans cette confiance, créer cette confiance vis-à-vis de nos auditeurs, de nos internautes, de nos téléspectateurs, leur expliquer comment on travaille. Je pense qu'il y avait aussi, les gens ont été un peu déroutés par la standardisation de l'information.
C'est-à-dire que on retrouvait les mêmes infos partout, sur tous les sites, notamment les sites internet, parce qu'on utilisait beaucoup l'AFP. Donc, je pense qu'il y a pu aussi avoir je comprends que des internautes aient pu se dire, bah oui, mais je retrouve la même info exactement sur 10 sites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une seule source. Ça veut dire que on fait pas ce travail-là. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de revenir pour tout à des fondamentaux et de remettre tout ça dans une agence qui centralise et standardise à partir d'une charte. Donc, elle travaille de 4 heures du matin à minuit, et dès qu'une information est repérée, elle active la vérification dans les services de France Info, mais pas seulement, aussi à France Bleu, à France Inter, et aussi dans le groupe France Télévisions. Merci beaucoup pour ces précisions, Estelle Cognac, et bien sûr, nous allons y revenir largement. Et ce que vous nous expliquez est très important dans la mesure où, et le mot, je crois, a été prononcé tout à l'heure par Benoît Loutrel, c'est le mot confiance. Et c'est vrai que les médias aujourd'hui, médias audiovisuels, presse écrite, télé, radio, c'est vrai que les journalistes n'ont pas forcément bonne presse, si je puis me permettre l'expression, et on va voir comment on regagne cette confiance. Enfin, on a bien compris à travers votre propos comment on procédait à France Info. Éric Naon, je le disais, directeur adjoint de l'IPJ Dauphine, donc Institut pratique du journalisme, l'école de journalisme de l'Université Paris-Dauphine, et président de l'EJTA, c'est l'association européenne de formation au journalisme. Alors, je sais que vous devez nous quitter dans une vingtaine de minutes, mais on va avoir le temps de discuter avec vous. On va rester sur ce mot de fact-checking pour votre propos liminaire, si vous le voulez bien. Traduction littérale, vérification des faits. Donc là, c'est très parlant. Comment est-il enseigné aujourd'hui, ce fact-checking, dans les écoles de journalisme ? Bonjour. D'abord, avant de parler d'aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu d'hier. Notre amie Estelle Cognac a rappelé qu'en 2012, les premières chroniques de fact-checking vérifiaient la parole du politique. C'est l'origine du fact-checking. Et c'était au départ une compétence, une spécialisation, pas entièrement enseignée dans le cadre de séminaires ou autres. Et c'est assez rapidement devenu une spécialisation, une option pour des étudiants, des jeunes journalistes voulant vraiment se spécialiser dans la vérification de l'information. Et donc, on a assez rapidement créé du fact-checking, imaginé des méthodologies, mais en mode compétences complémentaires pour rentrer dans les cellules de vérification. Et assez rapidement, on va dire merci Donald Trump, merci 2016, et face à l'afflux assez incroyable de désinformation et de mésinformation, on a été finalement obligé de se dire de quoi ont besoin les journalistes aujourd'hui. Et ces compétences de vérification de l'information sont aujourd'hui enseignées dès la première année d'école de journalisme, dans les 14 écoles de la CEJ, de la conférence européenne de la conférence des écoles de journalisme en France, et dans les écoles européennes également. C'est aujourd'hui une compétence de base avec une vraie méthodologie où on travaille justement la vérification, donc ce qui est censé être quelque chose de base, mais également le debunking, la démystification des rumeurs, le contexte. Et c'est aujourd'hui un cours extrêmement transversal, c'est-à-dire qu'il y a quelques heures en première année, mais qu'on retrouve ces compétences apprises dans les cours classiques de technique journalistique de base, d'agence de presse, de télévision, de radio. Aujourd'hui, le fact-checking devient une compétence totalement classique. Alors, comment on fait? Je vais aller assez vite à l'IPJ dans mon école, mais chacune a sa méthodologie. On applique la méthodologie de EU Fact Check, une méthodologie mise au point par donc une association d'écoles de journalisme, l'EJTA, dans laquelle on a monté finalement une espèce d'algorithme de papier, un pas à pas, dans lequel on travaille d'abord la citation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fact-checkable, parce que tout n'est pas vérifiable. Si vous faites une prédiction, je pense que demain, les voitures voleront. C'est votre opinion, et une opinion ne se vérifie pas. Une opinion, elle se débat, elle se discute. Si vous énoncez un fait, les voitures voleront dans 10 ans parce que voilà, vous travaillez à Renault ou je ne sais pas quoi,
c'est quelque chose qui va devenir vérifiable et à ce moment-là, on le regarde. Et ensuite, on analyse qui dit ça, qui a autorité pour parler. Est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que cette personne, c'est Toto 827? Et ça va aussi conditionner la viralité de la vérification, enfin de l'assertion, de la parole à fact-checker. Et à partir de là, on met au point une recherche, une vérification rigoureuse avec une recherche de sources, une recherche de qu'a dit la personne, d'où tient-elle ces informations, peut-on la vérifier, a-t-on un ou une experte, a-t-on un ou une deuxième experte, et est-ce que ces gens-là sont d'accord entre eux pour s'approcher au plus près de la vérité et pouvoir assurer que cette assertion est vraie, fausse, partiellement fausse, parce que assez régulièrement, on se rend compte, comme à France Info, qu'il y a du vrai et du faux, qui est toujours entremêlé. Et le plus gros travail, c'est d'arriver à démêler tout ça et à donner un contexte pour que l'audience, le lecteur, le téléspectateur, l'auditrice puisse se faire sa propre opinion. Merci pour ce propos introductif, Éric Naon. On voit mieux comment vous travaillez dans les écoles de journalisme de manière complémentaire avec les rédactions. Nous aurons l'occasion d'interagir tout à l'heure avec Estelle Cognac sur ce point. Et puis, on parlera notamment des élections américaines, les midterms. Vous revenez justement des États-Unis et je crois que vous avez quelques exemples croustillants à nous donner à ce sujet. Adina Révol, porte-parole de la Commission européenne à Paris. Merci Madame d'être avec nous. Alors on vient de parler des différents moyens, des différents outils à la disposition et mis en place par les professionnels pour lutter contre cette désinformation ou la mésinformation, mais la dimension européenne est quand même très importante, hein. On va voir que beaucoup d'outils existent. Quel est votre plan de bataille, Adina Révol, à Bruxelles, et quels sont les outils que propose la Commission européenne en la matière? 4 minutes de propos liminaires. Bonjour Emmanuel Cuny, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, l'Union européenne n'est pas seulement une question de règles, de recommandations, de marché. L'Union européenne, c'est surtout les citoyens qui ont des valeurs et qui luttent ensemble pour la préservation de leurs valeurs, la liberté, la démocratie, pour dans l'espoir d'un avenir meilleur. Or, ça a été déjà dit, nos démocraties ont été transformées par le développement rapide des plateformes en ligne qui a été accentué par la pandémie et bien sûr l'infodémie qui a eu lieu pendant la Covid-19 qui a montré l'étendue de la désinformation, notamment avec la question de la sûreté des vaccins, comme ça a déjà été mentionné. Bien sûr, l'Union européenne a aussi été mise en cause sur des sujets économiques. Donc, au début, elle était accusée d'immobilisme économique, immobilisme sanitaire. Il y a eu beaucoup d'informations qui a circulé sur ce sujet. Et ensuite aussi de la désinformation sur une supposée entrave de la part de l'Union européenne pour la libre circulation des personnes non vaccinées. À présent, nous avons la guerre en Ukraine et la vérification des faits occupe une place très importante et s'avère plus que jamais nécessaire. Et j'aimerais partager avec vous quelques chiffres, puisque je parlais de l'Union européenne, je parlais des citoyens de l'Union européenne. Aujourd'hui, 62% des jeunes Européens sont confrontés à des fausses informations au moins une fois par semaine, et 51 des Européens pensent avoir été exposés à la désinformation en ligne. Ce sont des chiffres de l'Eurobaromètre. Et après, il y a aussi une demande des citoyens européens pour de l'action au niveau européen, puisque 83% des citoyens pensent que la désinformation menace la démocratie. Alors, ça a déjà été question de la loi européenne sur les services numériques qui rentre aujourd'hui officiellement en vigueur. Je vais revenir dessus. Mais il faut savoir que l'Union européenne a mis en place une approche novatrice et innovante depuis 2018. Nous avons mis en place une sorte de boîte à outils en commençant par le code de conduite qui a été signé avec un certain nombre de plateformes. Et ce code de conduite, à l'époque, qui était novateur
acteurs au niveau mondial. Et les principes selon lesquels il a été construit, c'était la transparence et la responsabilité. Donc, rendre l'environnement en ligne plus transparent et les plateformes plus responsables, et aussi rendre les pratiques de modération plus transparentes. Et à l'époque, en 2018, nous avons commencé avec 16 signataires, et pendant la pandémie, les plateformes ont fait ont rendu compte en fait chaque mois des mesures prises justement pour lutter contre la désinformation. Mais il y a eu bien sûr des choses à apprendre, puisque la modération ne pouvait pas se faire de la même façon dans toutes les langues, par exemple. C'est un exemple très concret. Et donc, nous avons appris de ce qui pouvait être renforcé pendant la pandémie. En 2022, le code a été renforcé. Cette fois-ci, on a 32 signataires, et nous n'avons pas que les grandes plateformes. On s'adresse aussi à toute une série de petits acteurs qui peuvent contribuer à limiter la propagation de la désinformation, et ils sont invités à adhérer. Bien sûr, il y a les grandes plateformes, il y a Meta, Google, Twitter, TikTok et Microsoft. Après, de manière très concrète, les engagements qui sont prévus dans ce code de 2022, de juin 2022, sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus détaillées qu'en 2018. Par exemple, il s'agit de supprimer les incitations financières à la diffusion de la désinformation, développer la vérification des faits dans tous les pays de l'Union européenne et surtout dans toutes les langues, en veillant à ce que les vérificateurs soient payés de manière correcte dans tous les États membres de l'Union européenne, garantir la transparence de la publicité à caractère politique avec un marquage plus clair. Et sur ce point-là, il y a aussi une proposition législative au niveau de l'Union européenne. On y reviendra en détail, Adina Revol. Oui. On y reviendra. Réduire les comportements de manipulation en ligne utilisés pour diffuser la désinformation. Et voilà, ça c'est une approche dans l'Union européenne. Nous avons bien sûr des lois, mais nous avons aussi des approches en matière de soft regulation. Et donc ça, c'est un code de conduite qui a été innovateur, qui a été mis en place justement pour rendre l'environnement plus transparent et responsable. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Europe du numérique. C'est comme ça a été déjà dit, c'est l'entrée en vigueur officielle de la loi sur les services numériques. Donc, c'est une loi, encore une fois, novatrice au niveau mondial, qui établit une règle claire, ce qui est illégal dans la vie réelle, l'est aussi en ligne. Et c'est un cadre horizontal, c'est un cadre réglementaire qui réglemente en fait la responsabilité des plateformes, en particulier les très grandes plateformes. Merci beaucoup, Adina Revol. Je vous propose on va instaurer le dialogue. On aura l'occasion de revenir sur les différents points que vous évoquez tout à l'heure. Je reviens vers vous, Françoise Benamou, parce que là, on s'aperçoit, effectivement, on est en plein cœur du sujet de l'actualité. On va voir avec les côtés américains, avec les élections de mi-terme, Éric Naon. Finalement, je dirais cette désinformation, ces fake news existaient même avant Internet. Donc aujourd'hui, on est obligé de gérer un phénomène historique finalement qui est décuplé. Il y a un effet de levier avec tous les réseaux qui existent. Oui, vous avez raison. C'est intéressant. D'ailleurs, il y a je vois qu'un internaute, un des auditeurs, faisait la remarque qu'il fallait peut-être dire infox plutôt que fake news. Alors pour fast-checking, il faudrait dire sans doute vérification rapide ou je ne sais trop quoi. Il y a une longue histoire à la fois de la fausse information. Depuis toujours, il y a des fausses informations qui circulent, c'était les libelles au Moyen-Âge, etc. Et il y a aussi une longue histoire, moins longue évidemment, du fast-checking. C'est dans un article, Laurent Bigot évoque cette longue histoire et indique que dès 1923, vous vous rendez compte, le magazine Time crée une équipe de fast-checking. Et ensuite, dans les années 2000, évidemment, tout ça va se développer et notamment va partir au départ de pure players qui vont produire du fast-checking politique avant que ça se développe notamment à Radio France ou ailleurs. Et prenez par exemple les check news de Libération, c'est très intéressant de voir que les check news sont
disponibles, même si vous n'êtes pas abonné. Autrement dit, les Libérations considèrent que cela fait partie de ce qui peut faire effet de levier sur des abonnés. Autrement dit, on est prêt à vraiment s'abonner parce qu'on sait qu'on va avoir de la qualité. Et j'ajouterais par rapport à ce qu'a dit Estelle Cognac, que j'ai trouvé tout à fait passionnant, on substitue finalement, quand on se prête au check news, on substitue de la qualité à l'audience. C'est-à-dire qu'on est prêt à... je crois qu'il y a des bruits, je ne sais pas... non, ça va ? Quelques interférences, oui, mais oui, voilà. on vous entend. Mais en tous les cas, je crois que ce point est très, très important. C'est un point qui a d'ailleurs une dimension économique, c'est-à-dire que les radios, les médias en général sont prêts à faire moins vite pour donner de la qualité, et finalement, de l'autre côté, il y a une demande pour cela. Mais est-ce qu'on peut justement, Françoise Benamou, parler d'un véritable business? Est-ce qu'il y a une industrie des fake news aujourd'hui, une véritable économie? Ah oui, bien sûr, hein, il y a une industrie des fake news. Tout à l'heure, j'évoquais d'entrée de jeu la publicité. La publicité est très importante hein, à partir des fake news, puisqu'il y a cette diffusion virale, il y a beaucoup de monde qui va cliquer. Et donc, alors les évaluations sont très différentes suivant les évaluateurs, si je puis dire, mais il y a quelque chose de l'ordre de 2 milliards de dollars qui sont versés chaque année par des entreprises à de grandes plateformes qui diffusent en fait des fake news. Hein. Et qu'est-ce qu'elles versent? Alors elles versent sous quelle forme? Sous la forme de publicité. Oui. Et même de grandes marques vont se prêter à ce jeu sur des plateformes type Breitbart, dont on sait qu'elle diffuse des fausses informations. Donc vraiment, cette industrie s'est développée et je dirais qu'il y a un cercle, alors dans certains domaines, on dirait vertueux, cette fois-ci c'est vicieux de ce point de vue-là, c'est-à-dire une relation entre le consommateur de fake news, le producteur de fake news et ceux qui vont essayer de lutter contre celle-ci. Alors justement, Éric Naon, Françoise Benamou nous tend une très belle perche. Il y a une actualité aux États-Unis, indépendamment des élections de mi-mandat. C'est le rachat du réseau Twitter par Elon Musk, le milliardaire, fondateur et propriétaire du constructeur automobile de luxe électrique Tesla. Est-ce que c'est, je dirais, est-ce qu'il faut s'inquiéter à vos yeux de ce rachat de Twitter par Elon Musk? Et est-ce que le nouveau Twitter sous Musk va changer quelque chose à la donne dont nous parlons depuis quelques minutes? Je disais d'une manière un petit peu, comment dire, un petit peu provocatrice, ça va absolument rien changer du tout parce que Twitter vient de licencier une bonne partie de son personnel et notamment les personnes chargées de la vérification et de la certification des comptes. Ce qui veut dire que demain, je vais pouvoir créer un compte Emmanuel Cuny France Info, par exemple, au hasard, et y balancer absolument ce que je veux sans aucune vérification à partir du moment où je paye. Je vais pouvoir créer des organes de conseil, de défense du journalisme et de la vérité et pouvoir inonder Internet avec ces fausses publications sans aucune censure. C'est la plus parfaite incarnation de ce freedom of speech américain sans aucune censure. Hein. Tout à l'heure, notre interlocutrice parlait de 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler, ce qui n'est absolument pas possible en Europe, heureusement. À partir du moment où on a démonté que les thèses sont contraires à la loi ou qu'elles sont absolument, ou que les thèses sont montrées fausses, on ne les invite plus à l'antenne ou dans n'importe quelles antennes, sur des médias sociaux, sur des réseaux sociaux. C'est aujourd'hui possible, aux États-Unis c'est possible, et je crains qu'un Twitter soit complètement vidé de son sens au point de vue informationnel, et en tout cas de confiance, et qu'on soit dans une ère de chaos d'information avec, on ne sait plus qui croire, déjà qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de s'y retrouver pour une audience moyenne, une audience commune, de ne plus savoir, on est tellement saturé d'informations contradictoires qu'on en arrive au fait que tout se vaut, hein, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que les faits valent aujourd'hui les opinions, que les opinions valent les faits, que tout se vaut, que Toto 814 vaut la Commission européenne
On va voir justement avec Benoît Loutrel s'il y a une régulation possible. On va y revenir dans quelques instants. Mais illustration concrète, Éric Naon, je le disais, vous revenez des États-Unis, vous avez suivi là-bas les élections de mi-mandat, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu un vainqueur grâce aux réseaux sociaux? Non, c'est vraiment l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que j'étais notamment en Arizona où sévissait, si j'ose dire, Kari Lake au poste de gouverneur. Elle était vue comme la successeur ou la future vice-présidente de Trump. Elle concourait au poste de gouverneur de l'Arizona. Et ma foi, elle a été battue, mais elle a été une grande pourvoyeuse de désinformation dans tous les sens. Et j'ai pu rencontrer des électeurs trumpistes ou pro-Kari Lake qui étaient persuadés de choses qui nous paraissent, enfin voilà, qui nous paraissent improbables. Comme par exemple étant persuadé qu'à la frontière mexicaine, des colonnes de migrants arrivés étaient payées par George Soros pour aller en Californie, État beaucoup plus libéral dans lequel on donnerait un permis de conduire à ces gens-là, une licence pour qu'ils puissent ensuite voter en Arizona, et me montrant des vidéos à l'appui. On a, je vous épargne aussi toutes les théories du Covid, oui, on imagine, qu'on connaît beaucoup. Mais ce qu'on en tire, c'est que finalement, les républicains ont la partie modérée des républicains, le Grand Old Party, a finalement préféré voter démocrate que de voter une deuxième fois pour ces outrances. Donc, on a quand même une base très très forte, enracinée, contaminée par la désinformation, mais les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde a vraiment joué à pousser les réseaux sociaux. Les officiels, les démocrates, ont essayé de pousser dans l'autre sens en ayant une avalanche d'informations pour contrer cette désinformation. C'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, merci Éric Naon. Estelle Cognac, alors là, on était aux États-Unis, on revient en Europe et a fortiori en France. Par rapport à ce que vient de dire Éric Naon, est-ce qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui dans l'information, de méfiance vis-à-vis des journalistes? Et comment on fait justement pour contourner cette difficulté quand on est patronne d'une rédaction comme celle de France Info? Je dirais qu'en fait, il y a une défiance envers les institutions en général, et finalement, les médias font partie de ce qu'on appelle les institutions, que ce soit politique, que ce soit européenne, que ce soit scientifique. Et donc, on a effectivement cette problématique-là. Alors, je vais juste rebondir sur une petite chose avant, c'est que si on parlait des élections américaines, et je pense qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, parce que pendant les élections françaises et la présidentielle, on a bien vu qu'on n'a pas eu quand même de campagne de fake news de manière très importante. On pouvait le redouter. Moi, je n'y croyais pas tellement. On n'est pas du tout dans le même écosystème en France que aux États-Unis ou ce qu'on a pu avoir en Angleterre. Et ça, c'est déjà une bonne chose en ce qui concerne les politiques. Et on a encore des hommes politiques aujourd'hui qui ne se comportent pas tout à fait comme on se comporte aux États-Unis, avec la remise en cause démocratique, d'élections, de votes, d'un certain nombre de choses, en agitant et en participant, on va dire, à la propagation de la désinformation, etc. On n'est pas en France aujourd'hui dans une situation identique, et c'est important. En revanche, on l'a vu avec les gilets jaunes et le Covid, on en parlait déjà, que par contre, ce sont des lieux de désinformation, et la santé, de toute façon, et généralement, et bien avant le Covid, un des lieux de la désinformation, ou même de faux traitements, contre le cancer, etc. Donc ça a été l'extension, et tout ce qui est scientifique, les médecins font partie de ces institutions. Donc c'est ça que je voulais dire par rapport aux journalistes. On est dans on fait partie d'un système, et c'est ce système qui est remis en cause. Mais c'est fastidieux, j'imagine, au quotidien, non, de trier le vrai du faux.
c'est un travail énorme, quitte à prendre, vous le disiez tout à l'heure, un petit peu de retard par rapport à la concurrence pour donner une information vraiment validée et vérifiée. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est de ne pas propager nous-mêmes des fausses informations quand on les détecte et qu'elles sont mineures. C'est-à-dire qu'il y a quand même un curseur à placer entre ce qu'on vérifie, ce qu'on fact-check et ce qu'on laisse de côté là où c'est. Parce que l'idée n'est quand même pas que nous propagions certaines, parce qu'à partir du moment où on va les débunker, où on va, voilà, pour employer un terme français, les démystifier, ou voilà, remettre la vérité, on va dire, à partir de ce moment-là, on les met en lumière. Et ceux qui n'ont pas confiance dans les médias peuvent du coup entrer en contact avec ces fake news et du coup les croire. Donc c'est important vraiment de faire le tri sur ce que l'on va choisir de démontrer, décortiquer ou pas. Ça, c'est très important sur le fact-checking. Et oui, effectivement, c'est colossal. Oui. C'est-à-dire que le nombre est très, très important. Donc, nous, on va cibler quand même sur, on va dire, des événements d'actualité, par exemple l'inflation, la guerre en Ukraine. On va essayer d'aller travailler sur certains faits d'actualité qui sont les plus importants. Ça, c'était vraiment primordial. Ça, c'est du côté de la cellule de fact-checking. Du côté de l'agence de France Info, le gros de notre travail, il vient autour des faits divers, principalement, et de la politique. C'est les deux lieux, et notamment parce que en ce qui concerne les vérifications de faits divers, c'est très important de ne pas se tromper sur les faits, de dire vraiment ce qui s'est passé, qui sont les protagonistes, etc. C'est pour ça que nous faisons cette vérification. Donc nous, on a même un agencier, quelqu'un qui est présent au sein du service PJ de France Info, au sein du service politique de France Info, qui travaille avec ces journalistes-là toute la journée, qui ont leurs sources et qui échangent, parce que c'est vraiment nos deux principaux lieux de vérification de l'information. Alors c'est très important et il y a quelques questions qui commencent à arriver. D'ailleurs, je rappelle le numéro qui est en train de s'afficher sur l'écran. Chers internautes, vous pouvez poser toutes vos questions au 07 67 84 64 67. Vous déposez un SMS et nous consacrerons les 20 dernières minutes de cette table ronde à vos questions. Benoît Loutrel, comment, donc je rappelle, vous êtes membre du collège de l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en charge de la régulation des réseaux sociaux. On vient de voir le travail des journalistes, à la fois en rédaction et dans les écoles de journalisme. Mais est-ce que le régulateur ne peut pas aider en amont est-ce qu'on peut réguler finalement les réseaux sociaux? C'est la question, la réponse est oui, mais c'est une science qui se construit au fur et à mesure. Vous voyez, là, on voit bien sur un média éditorialisé, l'enjeu, c'est la qualité du travail journalistique, l'éthique éditoriale, et c'est au cœur du système. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de rédaction. Et donc, effectivement, il faut arriver à se questionner en disant, mais quel est leur rôle? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Et il faut arriver à prendre la mesure de ce que ça veut dire que ces acteurs travaillent de manière algorithmique. Et donc, ils choisissent pas les contenus, c'est leurs usagers qui les publient. Par contre, ils choisissent dans quel ordre vous les voyez. Et donc, ils peuvent agir sur les hiérarchies de l'information. Et donc, il faut arriver à les engager, à leur poser la question, en disant, mais comment, quel rôle jouez-vous? En quoi êtes-vous engagé pour créer un écosystème informationnel de confiance? Donc, on peut leur demander des choses du plus simple au plus compliqué. Mais est-ce que ces grands acteurs vont se laisser faire? Est-ce qu'ils vont se laisser se réguler par des puissances étrangères, si je puis dire? C'est une bonne question. Effectivement, pendant plusieurs années, ils ont dit, écoutez, on va être raisonnable, l'Internet fonctionne, n'y touchez pas. C'était le régime de l'autorégulation. Et là, il y a 5 ans, les grands États européens ont dit non, ça n'est plus possible. Et donc la France a commencé à voter des lois, l'Allemagne a commencé à voter des lois. Très vite, la France et l'Allemagne ont réalisé en disant mais il faut travailler à l'échelle européenne et ça a lancé l'initiative politique qui a été mentionnée, qui aujourd'hui devient effective, c'est le règlement sur les services numériques et qui justement va permettre d'avoir une corde de rappel à Elon Musk. On ne pourra pas empêcher Elon Musk de détruire Twitter s'il a envie de le faire et peut-être qu'il le fera à son corps défendant. Par contre, on pourra l'empêcher de construire un Twitter qui sera irresponsable. Et là, il faut reconnaître qu'il y a un lien direct entre la construction du règlement sur les services numériques européens, le DSA, et l'apparition d'Elon Musk. Si vous vous souvenez, le séquencement était intéressant. Elon Musk a annoncé sa volonté de prendre le contrôle de Twitter, et 10 jours après, le dialogue politique, la négociation politique du texte européen s'est conclue.
Et il y a eu cette volonté européenne de dire il nous faut un cadre. On ne peut plus reposer sur la bonne volonté des plateformes. Et effectivement, le monde entier nous envie cette dynamique européenne. Moi aussi, j'étais aux États-Unis, au Canada, il y a 10 jours, et croyez-moi, tous les yeux sont focalisés sur l'Europe et sur la dynamique qui est en train de se faire dans les États membres et au niveau de l'Union européenne. Alors, je vais faire réagir Françoise Benamou. Auparavant, j'aimerais avoir la réaction de la représentante de la Commission européenne en France, Adina Revol. Concrètement, là, finalement, Benoît Loutrel, vous travaillez en étroite collaboration, je dirais, sans forcément le faire au quotidien. Mais là, il y a une unité de pensée et d'action naturelle. C'est au quotidien. C'est ça qui est intéressant et c'est nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous regardez le passé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne se concerte pas en permanence avec ses homologues à travers l'Europe, parce qu'on a chacun nos paysages audiovisuels. Mais demain, il y a un seul Facebook, il y a un seul Twitter. Et donc, c'est ça qu'on a découvert dans les dernières années. Le régulateur allemand ne peut pas dire à Twitter tourner à gauche et le régulateur français tourner à droite. Ça ne va pas fonctionner. Et donc, on apprend, et c'est nouveau, c'est ça et ça commence aujourd'hui, à travailler en réseau. On est au GECO, donc je vais m'autoriser des images prises plus dans le secteur économique et financier. C'est la même démarche il y a quelques années où, avec la crise financière, la Banque de France, la France a réalisé, on ne peut plus réguler BNP Paribas depuis la France. BNP Paribas, c'est une banque systémique. Et on s'est dit, on doit passer dans une régulation en réseau de régulateurs. C'est la Banque centrale européenne avec les banques centrales nationales qui se coordonnent en permanence. Adina Revol, en réaction. Adina? Oui, tout à fait. Et puis, j'aimerais partager avec vous une vidéo de celui qui a porté cette régulation au niveau européen, Thierry Breton, que vous connaissez tous très bien, qui est allé justement au Texas rencontrer Elon Musk avant que l'accord pour le DSA soit effectif. Donc, si vous pouvez partager cette courte vidéo. Courte, j'espère, parce que ce sera très courte. Elle fait partie de l'histoire d'Internet dorénavant. Exactement. On n'a pas le son, mais croyez-moi… Vous voyez les sous-titres. On a les sous-titres. La regarder sur Twitter, il faut la voir, parce que c'est un cas d'anthologie où Thierry Breton franchit l'Atlantique et va voir Elon Musk pour dire « Vous avez peut-être acheté un Twitter, mais sachez qu'on vient de voter un texte et que vous devrez respecter ce texte. » Et ça, c'est important parce que ça dit clairement, ça permet de gérer les attentes d'un investisseur et lui dire « Peut-être que vous allez mettre beaucoup d'argent sur la table, mais il y a des règles et en Europe, elles existent. » Et puis, ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est que dans l'Union européenne, dans le cadre de cette loi sur les services numériques, les plateformes doivent procéder en fait à des évaluations régulières de risques. Et c'est la nouveauté de cette loi. Et ces évaluations régulières couvrent entre autres la manière dont les plateformes, donc leurs services, sont utilisés à des fins de désinformation ou de cyberharcèlement. Et donc, ils doivent adopter aussi des mesures pour atténuer ces risques. Il y a ensuite des rapports réguliers sur leur algorithme. Il y a aussi une plus grande transparence à leurs données. Et les régulateurs aussi seront en mesure d'enquêter sur des préoccupations concrètes. Et ils peuvent aussi exiger aux plateformes d'ouvrir leur boîte noire des données sur la désinformation. Donc, ce sont des avancées très concrètes. Et en dehors donc, de ces avancées importantes, la législation aussi encourage la mise en place des nouveaux codes de conduite. J'en ai partagé déjà des informations donc, sur le code de conduite existant. Donc, la Commission va évaluer si ce code de conduite remplit les conditions établies par la nouvelle loi. Et si oui, il pourra être reconnu dans ce nouveau cadre de co-régulation prévu par la loi sur les services numériques. Elle pourra faire partie justement des actions menées par les plateformes pour atténuer les risques. Et puis, la loi européenne va créer aussi des nouveaux services. Ça a déjà été mentionné, le Comité européen pour les services numériques. Et donc, on va commencer à travailler en réseau, puisqu'effectivement, Twitter est au niveau européen, au niveau mondial. Donc, il faut commencer à travailler en réseau. Et ceci est une avancée aussi très, très importante. Françoise Benamou, j'aimerais avoir votre réaction en tant qu'économiste et spécialiste, je le disais, de la culture.
On voit cette avancée vraiment très importante. La régulation, est-ce qu'elle est possible à vos yeux? Est-ce qu'on peut réguler un peu dans ce que disait tout à l'heure Benoît Loutrel? On ne peut pas tout changer, on peut réguler. Et je pense que ce sont des vraies avancées qui ont été soulignées. Et même si on ne supprimera pas complètement les fake news, il ne faut pas s'abriter derrière cela pour ne rien faire. C'est-à-dire, il y aura toujours une demande finalement, voilà. Une demande exponentielle. C'est sur quoi je voulais insister. Vous avez absolument raison. Il y a d'une certaine manière une demande de fake news. Alors de quoi elle relève? Ça procède de quoi? Je crois qu'on rejoint ici l'hypothèse de ce qu'on appelle la bulle cognitive sur Internet. C'est-à-dire, dans le fond, nous demandons à recevoir des contenus qui correspondent à ce à quoi on croit déjà et ce qu'on voudrait vrai. Et donc, un des ressorts vraiment du cheminement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la recherche de ce que l'on croit. Et ça complique énormément la lutte contre les fake news. Ça veut dire qu'il faut lutter contre les fake news du côté de l'offre, et ça, vraiment, il répond tout à fait, mais aussi du côté, ce que j'appelle la demande, c'est-à-dire du côté de l'éducation. L'éducation à l'usage des réseaux sociaux, qui est faite de manière très approximative dans l'éducation nationale, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. C'est compliqué, mais je crois que là, il y a un vrai sujet. Et je dirais qu'il y a aussi un deuxième sujet lié à cela. Il faut faire attention à un point, ne pas se mettre dans une position où on regarde les autres, ceux qui reçoivent les fake news, comme des esprits faibles, sensibles aux fake news parce que finalement mal éduqués, etc. Tout à l'heure, je disais, il faut de l'éducation. Il ne faut pas que ça, il faut aussi, je dirais, respecter ce que sont les gens et pourquoi ils en arrivent à aller vers des fake news. Et avoir en tête, il y a un papier de Dominique Cardon très intéressant là-dessus, avoir en tête l'hypothèse que l'autre est manipulable parce que faible, etc., c'est une position élitiste qui risque du coup de ruiner le travail qu'on fait contre les fake news. Donc je crois que de ce point de vue-là, faire très attention et vraiment travailler sur tout ce qui est explication, mais explication sans se mettre dans la position de l'élite qui parle au peuple. De donneur de leçons, en quelque sorte. Alors là, justement, Estelle Cognac, c'est quelque part le rôle aussi d'un média, et encore plus d'un média quand il s'agit d'un média public. Concrètement, notre rôle de journaliste, c'est non pas de former les esprits, mais de donner des outils, de donner des clés à nos auditrices et nos auditeurs pour comprendre. Donc là, c'est très complémentaire finalement, votre rôle par rapport à ce que vient de dire Françoise Benamou, donner des outils pour que les auditrices et les auditeurs, pour que le grand public puisse, à défaut de se faire une opinion, au moins viennent vérifier eux-mêmes, cherchent la source de l'information et la véracité de l'information. Je crois que ça fait effectivement partie de notre rôle. Nous, on fait nous-mêmes le fact-checking, on fait nous-mêmes la certification de l'info, on fait nous-mêmes la vérification de l'info, mais pour que effectivement les citoyens adhèrent aussi à tout ça et développent l'esprit critique et eux-mêmes se questionnent, c'est important qu'on transmette des outils. Tout ne peut pas venir de nous. D'en haut, il faut que les gens s'approprient cette vérification. C'est aussi comme ça qu'on restaure la confiance et que du coup, on peut lutter contre la désinformation, je pense. Nous, on est très engagés dans l'éducation aux médias. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Dans tout ce qui concerne l'apprentissage du fact-checking, on travaille avec des enfants, on participe à la semaine de la presse et à chaque fois, on va soit répondre à des questions, soit montrer comment on travaille. Et c'est important que les journalistes, je pense, pour restaurer cette confiance et aider à tout cela, qu'on démystifie un peu la profession. Les gens ne savent pas comment on travaille, c'est quoi une source, comment est-ce que l'on va aller chercher l'information, comment on la recoupe. Et c'est aussi des choses qu'eux peuvent apprendre à faire, c'est-à-dire je reçois une information sur les réseaux sociaux, je vais regarder d'où elle vient, je vais regarder quelle est la personne qui donne cette information, où est-ce qu'il a pris, et j'essaye de remonter moi-même le fil. Et ça, c'est important que nos concitoyens apprennent à le faire eux-mêmes, se questionnent sur ça. Et nous, on essaye de donner ces clés, en tout cas vis-à-vis des jeunes publics, enfants, adolescents,
on fait le vrai du faux junior, on participe à ces semaines de la presse, on fait des ateliers. On a notre responsable Émilie Gautreau de la cellule vrai du faux qui est très engagée là-dedans. Et donc, je crois beaucoup pour restaurer cette confiance avec les journalistes et développer cet esprit critique, cette capacité à se questionner et à chercher soi-même l'information. Je pense que c'est très, très important. Notre métier suscite beaucoup de mythes, beaucoup d'interrogations, et je pense qu'on a un intérêt à ouvrir nos rédactions, à expliquer ce qu'on fait, à expliquer comment on travaille. Et je pense qu'il y a une vraie demande parce que, par exemple, sur France Info, on fait une émission sur Twitch, cette plateforme, et à chaque fois qu'on fait des émissions où on a des journalistes qui viennent parler de leur travail, qui viennent expliquer comment on travaille en Ukraine, par exemple, on a fait quelque chose sur les journalistes peuvent-ils raconter la guerre en Ukraine quand on est sur place de manière objective. Ils ont expliqué comment ils travaillent avec l'armée ukrainienne, comment ils travaillent sur place, qui ils croient. Et bien tout ça, à chaque fois, c'est ce qui suscite le plus d'intérêt, le plus de questions, le plus d'audience. Et on peut les retrouver en podcast, d'ailleurs, ces reportages. Oui, qu'on peut retrouver en podcast sur Twitch et Dailymotion. Donc, c'est très important. C'est le caractère très important aussi du multimédia, c'est-à-dire qu'on n'est plus une radio, une télé ou un web, on est tout à la fois et on peut partager tous ces reportages avec les téléspectatrices ou auditrices et auditeurs. Benoît Loutrel, justement, sur cette notion de confiance et de mobilisation, de formation à l'opinion publique, en fait, votre travail est complémentaire de celui que vient de nous expliquer pour les médias Estelle Cognac. Benoît Loutrel, vous êtes là? Alors, je crois qu'il y a un petit souci avec la liaison avec Benoît Loutrel, que je ne vois plus. Et voilà, il revient. Tout va bien. Benoît Loutrel, donc on parlait de la confiance, de l'opinion en tant que telle, donc d'où la nécessité de former, c'est le rôle du média et qui plus est du média public, parce que finalement, avec tout ce qui circule, ça peut modifier la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information, et des outils existent. Mobiliser le monde de la recherche, notamment, peut-être. Ça, c'est un point important, techniquement parlant. Ça, c'est un élément stratégique, parce que fondamentalement, c'est ça qui est nouveau, c'est avec les réseaux sociaux, on voit les dynamiques d'information dans notre société, et on réalise à quel point on les comprend pas entièrement, et on comprend pas encore totalement comment les gens, justement, quel est leur nouveau mode pour s'informer. De même que on ne sait pas encore, et les plateformes ne le savent pas non plus, quels sont les dommages collatéraux de leurs algorithmes. Il faut bien le dire, c'est des outils d'intelligence artificielle qui sont encore récents, et ces plateformes ne sont pas des murges qui maîtrisent parfaitement ce qu'elles font, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a un enjeu énorme d'organiser la recherche dans nos sociétés pour mieux comprendre ces phénomènes. Et un point important, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment observer les réseaux sociaux, parce que je vois mon Facebook, vous voyez votre Facebook, mais Facebook travaille à une échelle énorme. Et donc, il faudrait être capable d'observer tous les Facebook pour être capable de comprendre exactement l'effet de leurs algorithmes, ce qui évidemment est assez compliqué à faire. Et donc, grâce au DSA, il y a une disposition qui existe et qui va permettre à des chercheurs, dans le respect de la vie privée et notamment du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, d'exiger des plateformes d'accéder à des données qui auront été anonymisées pour faire des recherches, mettre en évidence où sont les nouvelles dynamiques, quels sont les effets pervers de ces réseaux sociaux. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que le monde évolue en permanence, la manière dont le numérique se répand, rentre dans nos vies, change en permanence. Ces plateformes se réinventent elles-mêmes, elles mutent tout le temps. Et donc, il est extrêmement important d'organiser l'accumulation de connaissances et l'engagement de toutes les universités de France, de Navarre, d'Allemagne, d'Angleterre, de Slovénie, y compris hors d'Europe, c'est ça qui est intéressant. On peut vraiment travailler ensemble sur le plan international? Oui. Oui, certains États peuvent, on imagine, tirer la couverture à eux, non? Enfin, quand il s'agit de entre guillemets l'information. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur le monde académique, qui a une longue tradition d'indépendance, d'éthique, parce qu'on fait des collaborations internationales. On sait justement avoir un sens critique, un travail qui est fait par une équipe, on va le faire répliquer par une autre. Alors après, c'est toute la dynamique de création du savoir de l'université qui remonte au Moyen-Âge et qu'on est en train de remobiliser, de remettre au cœur du système pour aider justement à créer la confiance et à garder la confiance. Ça, c'est un élément extrêmement important et c'est au cœur du DSA aussi, une obligation très très stricte de transparence.
On comprend bien que les réseaux sociaux ont un pouvoir sur notre société, ils peuvent travailler sur les hiérarchies de l'information. Ça n'est acceptable que s'ils respectent un principe juridiquement opposable de transparence. Faites ce que vous dites, dites ce que vous faites. Ça, c'est au cœur des responsabilités des régulateurs avec les textes qui sont rentrés en vigueur. Alors, les textes, effectivement, dont celui dont vous parlez, très important, le Digital Service Act, donc, qui est en cours plus qu'avancé d'ailleurs à Bruxelles. Adina Revol, sur le terrain, concrètement, quelles sont les initiatives aujourd'hui? La Commission européenne aide les citoyens à y voir plus clair dans cette montagne d'informations. Il y a, je crois, plusieurs initiatives dont les décideurs de l'info, de l'écho, c'est ça? Si je ne m'abuse, si je me trompe dans le terme. Adina, votre micro, s'il vous plaît. Oui, vous avez raison de parler de l'Europe du terrain, parce que finalement, c'est l'Europe qui marche. Donc, il y a plusieurs initiatives de terrain. Alors, il n'y a pas que le réglementaire qui est très important. Il y a aussi, on a parlé d'ailleurs de l'éducation aux médias. Et dans le cadre du plan de relance européen, il y a une partie numérique qui est très importante, et il y a dans les mesures mises en place par chaque État membre, il y a des mesures dédiées à l'éducation aux médias et la numérisation des activités et à l'acquisition. Les jeunes doivent acquérir des compétences liées au numérique. Ça, c'est mon premier point qui est très important, parce que justement, on investit sur l'avenir. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, c'est une initiative de terrain de la représentation en France de la Commission européenne, une initiative qui s'appelle le décodeur de l'Europe. On a dit, et je pense que c'est Estelle Cognac qui l'a dit, il faut aussi comprendre comment l'Europe fonctionne, par exemple, pour démystifier un certain nombre de fausses informations. Et donc, le but de décodeur de l'Europe, c'est non seulement d'expliquer l'Union européenne et son fonctionnement, mais aussi de débunker un certain nombre de fake news, typiquement sur les vaccins, par exemple, on a eu sur le plan de relance qui est financé, qui doit être remboursé par les Français, par exemple. On a d'autres fiches, par exemple, sur l'Europe qui est antisociale, l'Europe qui est obsédée par les 3%, l'Europe, au début de la guerre en Ukraine, était accusée de ne pas aider l'Ukraine. Donc, on a un certain nombre. Mais là, on peut vous accuser aussi, pardon du terme, mais justement de publier ce genre de documents pour orienter l'opinion. Donc ça, on revient dans la question de la confiance. C'est toujours très délicat. Alors, nous sommes, donc ce site, les décodeurs de l'Europe, il est accueilli par le site de la représentation en France de l'Union européenne. Donc, nous expliquons clairement que c'est une initiative de la représentation en France de la Commission européenne, et nous tenons au fait. Donc, dans ce que nous présentons, nous tenons absolument au fait. Nous présentons des chiffres qui proviennent soit de la Commission européenne, soit d'Eurostat, ou soit des études qui ont été publiées par des instituts européens. Et donc, nous avons un sourcing, et puis nous publions aucune information qui n'est pas sourcée. Et nous restons factuels. Et donc, je dirais, la différence des décodeurs de l'Europe, c'est que nous avons aussi une association avec un dessinateur qui s'appelle Nicolas Vado, qui en fait essaie d'illustrer et d'humaniser un peu ces debunkings, notamment sur l'Europe antidémocratique, l'Europe qui ne protège pas, l'Europe, enfin, c'est un sort on a tous les outils finalement. Un peu décalé d'une certaine façon. Et puis, je voulais juste faire un dernier point très rapidement, parce que ça a été mentionné par Benoît Loutrère. On a aussi créé au niveau européen un observatoire européen des médias numériques qui est totalement indépendant des pouvoirs publics, mais qui est financé par le budget de l'Union européenne à hauteur de 2,5 millions d'euros. Ce sont des académiques, c'est un consortium en fait de l'Institut universitaire de Florence, et le but justement c'est de contribuer à mieux comprendre les acteurs, les vecteurs, les outils et les méthodes de la dynamique de diffusion de la désinformation, ainsi que les incidences sociales. Et donc c'est un projet qui vise à devenir le pôle européen de la lutte contre la désinformation en ligne. Et encore une fois, il est totalement indépendant. Il y a des chercheurs dedans. Et il vise aussi à aider les régulateurs et les pouvoirs publics dans la lutte contre la désinformation en ligne, tout en étant totalement indépendant.
Donc tous les outils existent, à la fois médiatiques, en termes d'observation, de régulation, et alors en amont, justement, je m'adresse à la professeure Françoise Benamou. Est-ce que vos étudiants connaissent tous ces systèmes? Quelle est leur approche justement des fake news, les étudiants? Est-ce que vous en parlez en cours? Est-ce que vous en avez parlé en Oui, cours oui, bien sûr, on en parle, mais je dirais qu'ils sont peu au fait de la question. D'une certaine manière, beaucoup d'entre eux vont se croire ou se penser à l'abri des fake news, parce qu'ils restent justement dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une bulle cognitive, c'est-à-dire dans des réseaux d'amis qui pensent plus ou moins comme eux. Et moi, ce que je fais avec mes étudiants, entre autres, c'est toujours d'essayer d'abord de leur demander de citer leurs sources et de préciser la qualité de leurs sources, c'est-à-dire d'essayer de regarder quelle est la fiabilité d'une source. Est-ce que un chiffre trouvé sur le site de l'INSEE vaut un chiffre trouvé sur Facebook envoyé par un copain à propos du chômage ou à propos de l'inflation? Et donc ça, c'est extrêmement important. Je crois aussi qu'il y a un travail aussi de la part de ceux qui sont censés savoir pour quelquefois essayer d'être plus fins que ce qu'ils font de manière un peu spontanée. Je donne un exemple sur l'inflation, puisque je l'évoquais tout à l'heure. Il y a les chiffres de l'inflation, et puis après, il y a l'inflation ressentie. Et l'inflation ressentie n'est pas tout à fait la même, pas simplement parce que les gens pensent faux, non, mais aussi parce qu'ils vont avoir un panier d'achat qui va les conduire, notamment dans certaines catégories sociales, à subir une inflation plus élevée que s'ils appartiennent à d'autres catégories et qu'ils ont un ensemble d'achats qui vont se tourner vers des biens qui sont peut-être moins sensibles à l'inflation. Par exemple, dans l'alimentation, le taux d'inflation est plus élevé que le taux d'inflation tout court. Donc voilà, ce travail-là doit être fait et avec des exemples concrets pour que les étudiants soient amenés à penser par eux-mêmes qu'un chiffre, par exemple, n'a pas de signification en soi, qu'il faut regarder ce qu'il y a derrière. Voilà, donc tout ce travail, c'est un très lent travail hein, et quelquefois ingrat. Oui, c'est un long travail aussi pour les journalistes, Estelle Cognac, quand on manipule les chiffres, quand on manipule les chiffres, enfin manipuler, pas au sens péjoratif hein, du terme, mais quand on traite les chiffres en radio, en télé, en presse écrite, c'est toujours très, très, très délicat. Tout à fait. Et puis, c'est un travail d'expert, d'expertise aussi. C'est pour ça qu'on fait toujours appel, nous, aux journalistes spécialisés pour vérifier des informations. Ça, c'est très important. On se retourne vers le spécialiste de la question parce qu'on n'est pas spécialiste de tout. Il y a des sujets quand même très pointus. Quand on était sur le Covid, alors en plus, sur le Covid, c'était un peu complexe parce que les experts eux-mêmes ne savaient pas toujours. Mais en tout cas, on a fini quand même par acquérir une expérience et on se tourne vers ces spécialistes-là. C'est vrai aussi en économie parce qu'il y a des termes qui ne s'inventent pas. Nous, nos agenciers, on les forme par exemple à tout ce qui est PJ, c'est-à-dire on leur fait faire des formations sur l'enquête, sur l'instruction, sur le procès, pour qu'ils aient des connaissances sur les sujets, qu'ils ne se trompent pas dans les termes opposés, dans les termes qu'ils utilisent. Et puis, on parlait tout à l'heure de la formation sur le fact-checking. Nous, on considère aujourd'hui à la cellule qu'il faut au moins 6 mois pour que quelqu'un soit opérationnel dans la cellule vrai du faux pour pouvoir faire du fact-checking. C'est au moins ce qu'il faut pour acquérir les méthodes de travail, la manière d'aller chercher, de décrypter les informations, de trouver une fake news et de derrière de la décortiquer, d'aller trouver les réponses et ensuite de la formuler. C'est au moins 6 mois à chaque fois qu'on a un nouveau journaliste qui vient. C'est un lourd investissement finalement, parce qu'il faut dégager du temps. Oui. Tout à fait. Alors, il y a des formations dans les écoles, mais ce sont des formations très récentes, donc ce qui fait que nous, on n'a pas forcément des journalistes qui les ont faites. Donc nous, on considère à peu près que c'est 6 mois pour former un journaliste de fact-checking, ce qui est quand même long. Et à chaque fois qu'on a du renouvellement, ben voilà, ça nous oblige. Donc on forme des jeunes journalistes du planning de Radio France qui sont intéressés par ce sujet-là. Voilà, donc on en a une en formation actuellement. Mais c'est vraiment un investissement, c'est long pour faire une vérification, ça ne prend pas 1 heure, on peut passer
plusieurs jours parfois à faire une vérification. Donc voilà, sur en tout cas ce qui concerne les fake news, le décryptage. Sur l'agence et la certification, on va plus vite. On a quand même 800 journalistes à Radio France. Donc que ce soit en région, que ce soit sur des spécialités, quand même globalement, on arrive à vérifier l'information. Mais c'est différent de vérifier une information sortie dans un autre média sur quelque chose qui s'est passé qu'une fake news parfois plus construite où là l'argumentaire est à démonter, les chiffres à aller chercher. Alors nous on travaille avec l'INRIA, une équipe du CNRS sur des outils d'intelligence artificielle pour nous aider à décrypter, enfin à détecter un peu des fake news et à aller chercher dans des bases de données. Aujourd'hui, on a Eurostat et l'INSEE, donc ils vont nous aider, on rentre des mots-clés, on rentre des choses et ça mouline pour nous aider à trouver les réponses. Donc voilà, on a un petit bout, je ne vais pas parler trop d'intelligence artificielle, parce que nous on est vraiment au balbutiement sur ça, on a des ingénieurs qui travaillent avec nous, on construit ce partenariat avec l'INRIA, donc depuis, je dirais, février à peu près. Alors, on en vient, si vous le voulez bien, aux questions des internautes. Je rappelle le numéro, il est encore temps pour poser vos questions, le 07 67 84 64 67. Alors, première question autour du vocabulaire, enfin de la sémantique, et une question, je me tournerai peut-être vers vous, Benoît Loutrel, sur la question de l'anonymat. Alors, une question sur pourquoi utiliser, je vais essayer de retrouver, voilà, pourquoi ne pas utiliser le mot français intox au lieu de fake news. Voilà, c'est toujours un fox précisément. Culturellement parlant, peut-être, Françoise Benamou, comment vous appréhendez cette question? Oh, c'est vrai que c'est un peu un mot valise, fake news, et qui désigne des phénomènes un peu différents. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Benoît Loutrel au début de son intervention. Je crois que c'est important. C'est pour ça qu'on est tenté d'utiliser fake news, parce que ça, je dirais, ça désigne des phénomènes assez larges, la mésinformation, la fausse information. Voilà. Après, oui, sans doute faut-il utiliser des termes français, c'est peut-être mieux. Mais c'est important pour les médias, hein, Estelle Cognac en sait quelque chose, parce que nous avons une médiatrice. Aussi d'ailleurs, hein, c'est le même sujet. Oui, oui. Et Radio France est très à cheval, je dirais, sur les termes. Et on évite autant que possible. Voilà. C'est bien, je ne le fais pas depuis tout à l'heure, j'utilise plein de termes anglais, donc je suis très mauvaise élève. Et vous n'êtes pas à l'antenne, donc voilà. Ah oui, mais pas d'avoir une. Quand même. Benoît Loutrel, donc cette question, où en est-on de la décision de supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Alors là, la question techniquement, peut-être que Adina Revol peut parler sur le plan de la régulation, enfin le plan juridique européen. Benoît Loutrel? Non, il n'y a pas de décision en préparation sur le sujet, mais il est intéressant qu'on n'a pas demandé à la personne qui a posé cette question de décliner son identité, de sortir sa pièce d'identité pour prouver qui il était. Aujourd'hui, vous pouvez être au GECO, poser des questions et rester dans une forme d'anonymat. Alors maintenant, il y a un sujet, effectivement, on sent que sur les réseaux sociaux, le fait qu'on ne sache pas toujours qui prend la parole est une problématique. Donc, il y a des éléments de réponse. Alors là, évidemment, je vais donner un exemple sur Twitter. On va dire avant Elon Musk, on ne sait pas où va Twitter aujourd'hui, mais l'enjeu justement d'avoir des gens qui avaient le badge vérifié était justement de contribuer à dire voilà, attention, ceux qui ont le badge vérifié, vous savez exactement qui c'est, ça vous permet effectivement d'avoir une meilleure compréhension. Donc c'était un des paramètres, et on va voir ce qui va se passer dans le futur pour lutter contre la manipulation de l'information, de lutter contre les phénomènes de faux comptes, et ça reste au cœur de ce qu'on demande aux réseaux sociaux, de défendre un peu l'intégrité de leur plateforme, qui est une forme de réponse à cette question qui est de dire mais est-ce que l'anonymat est tout le problème? Donc, il faut répondre à cette attente, mais il ne faut pas sacrifier nos libertés publiques aussi. Et encore une fois, réfléchissez, imaginez un monde où on vous dirait vous ne pouvez pas aller dans une conférence sans poser de questions en sortant votre carte d'identité. Je ne suis pas sûr que ça soit dans le projet européen. Françoise Benamou? Oui, j'avais envie de réagir parce que dans les conférences où je vais, quand il y a un débat avec la salle, ensuite on demande aux gens souvent de dire qui ils sont, donc pourquoi pas, hein. Et moi je crois quand même que le problème de l'anonymat, c'est que ça
ça autorise, enfin, ça libère, j'aime pas le mot libère parce que ça a l'air positif, ça libère l'insulte ou la fausse information. Et donc, c'est quand même compliqué. Moi, je ne suis pas sûre que dans la balance positive et négative de liberté publique, l'anonymat soit du bon côté. Donc, on ne peut pas forcément réguler ce point précis, Benoît Loutrel. Il y aura un débat politique et à la fin, sur un sujet pareil, seuls les parlements peuvent trancher parce que c'est un sujet de liberté publique et c'est le rôle des parlements de fixer le standard. Moi, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles sur le sujet et il n'y a pas de texte en préparation sur le sujet. N'oubliez pas non plus que les réseaux sociaux, on a tendance aujourd'hui, là, évidemment, à voir le mauvais côté. Mais s'ils ont un tel succès, c'est qu'ils apportent énormément. Et ce qu'ils ont après, et il y a tous les autres usages qui sont les usages prioritaires pour lesquels on s'en sert, qui sont satisfaisants. Ça a été une expansion majeure de notre liberté d'expression. Ça a permis des mouvements démocratiques d'apparaître qui n'existaient pas autrement et qui éventuellement n'arrivaient pas à s'exprimer au travers des médias traditionnels. Et ça aussi, parfois, c'est lié à la possibilité, à l'anonymat. Pensez au rôle que ces réseaux sociaux ont joué vis-à-vis d'un certain nombre de régimes autoritaires, simplement aussi pour libérer la parole, et parfois libérer la parole, ça passe par savoir parler sans décliner son identité. Mais à la fin, c'est les parlements qui trancheront, c'est un sujet de liberté publique. Oui, Adina Revol, justement, Benoît Loutrel, quand vous parlez des parlements nationaux, hein, donc des parlements européens aussi, mais on est dans la construction européenne et qui nous renforce dans ce monde numérique. Ça fait partie de ces multiples sujets où on se disait, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, l'Union européenne, mais heureusement, elle existe. Alors justement, faire face à des acteurs globaux, il nous fallait cette dimension européenne où on travaille collectivement et en réseau. Justement, Adina Revol, en réaction sur cette question. Oui, donc vous avez raison, Benoît Loutrel, de rappeler que la protection de la liberté d'expression est au cœur de la politique européenne. Elle est au cœur du DSA, est au cœur de tout ce qui est fait en matière du numérique au niveau de l'Union européenne. Après, sur la question spécifique de l'anonymat dans le cadre du DSA, en fait, j'aimerais juste mettre en avant la finalité du poste, puisque si la finalité du poste est interdite dans le cadre du DSA, par exemple, on parle du cyberharcèlement, par exemple, de contenus illicites, la propagation des contenus illicites, justement dans le cadre du DSA, maintenant c'est devenu illégal, puisque ce qui est, le principe est clair, ce qui est illégal dans la vie réelle, maintenant l'est aussi dans l'environnement numérique. Autre question qui nous arrive au 07 67 84 64 67. Cette personne demande: est-ce que le retard technique des régulateurs et des décideurs face aux spécialistes des mésinformations n'est pas un combat perdu d'avance? Alors, Benoît Loutrel. Ah non, pas du tout. Nous, on est très optimistes. Vous voyez, les plateformes sont agiles, l'Internet est agile et donc on apprend l'agilité aussi. J'ai mentionné l'importance, par exemple, de l'accès des chercheurs aux données des réseaux sociaux, justement, pour aller plus vite. Le texte européen est rentré en vigueur aujourd'hui. À l'ARCOM, on a lancé une consultation publique sur le sujet en juillet dernier. On s'était saisi d'un texte qui n'existait pas encore. Donc, oui, il faut bouger vite, oui, il faut être alerte, et on s'y met, et on bouge. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on veut mettre les chercheurs au cœur du système, et ça a été dit tout à l'heure dans les questions, parce que les chercheurs ont un avantage très intéressant pour nous, c'est qu'ils sont aussi des enseignants, et donc ces enseignants, ils ont aussi des étudiants. Et donc, effectivement, les étudiants, ils ont de l'énergie, des cerveaux alertes, et on est en train d'apprendre à devenir de plus en plus agile. Et donc, nous, on est assez optimistes sur le fait que c'est un combat qu'il faut mener, et après c'est un combat permanent, c'est un combat pour la qualité de l'information, et on y va. Oui. Je vais vous faire réagir. Moi, auparavant, peut-être Estelle Cognac qui va devoir nous quitter. Vous souhaitiez ajouter un point, Estelle, par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, je ne dirais pas en conclusion, hein, parce que le sujet est loin d'être épuisé. Mais par rapport je crois qu'on aborde quand même déjà beaucoup de choses. Moi, je veux quand même être un peu positif parce que
c'est vrai que on l'a dit, les réseaux sociaux, enfin on parlait de l'anonymat, mais même globalement, ça a permis quand même un accès à l'information et à la connaissance qui sont importants. Il faut remettre aussi dans le contexte de ce qu'il y avait avant Google, avant les réseaux sociaux. Ça a permis aussi à des gens d'entrer en contact, d'être moins seuls, d'échanger. Il y a quand même un développement du savoir, de l'accès aux connaissances, et je trouve que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il ne faut pas non plus tout, je dirais, démonter. Vous voyez la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Moi, je suis toujours positive, toujours. Et c'est pour ça aussi que j'évoquais tout à l'heure la présidentielle française en disant, voilà, il n'y a pas toujours non plus, enfin voilà, on n'a pas été victime à ce moment-là d'une désinformation majeure, de fausses informations sur certains candidats qui auraient été montés toutes pièces, où on aurait inventé des choses, créé des choses. Ça, c'est important. Après, on n'a pas abordé ici tout ce qui concerne les deepfakes, enfin le fait d'une crainte qu'on peut avoir autour de vraiment de créer de la fausse. Alors les deepfakes, ce sont notamment les images. Hein, on voit beaucoup circuler. Son image, voilà, on fait dire des images vraiment très impressionnantes parce on peut voir un chef d'État parler, tenir un discours totalement logique avec sa propre voix, mais le discours est totalement faux. Et ça gruge des tas de personnes qui s'aperçoivent qu'effectivement, qui croient avoir une vraie personne en face d'elle, quoi. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas encore trop développé, mais c'est vrai que on regarde ça de manière assez circonspecte en se disant, voilà, là, comment est-ce qu'on va, alors, comment les gens vont pouvoir s'y retrouver, là, si vraiment il y a un essor majeur. Moi, j'ai vu effectivement des exemples et tout qui étaient assez frappants. Donc voilà, la technologie, de toute façon, a toujours un coup d'avance. Oui. C'est ça qui est toujours un peu compliqué, hein, les réseaux sociaux, la technologie, voilà, on court toujours un peu derrière. Donc voilà, mais en tout cas, je suis quand même assez positive. Je pense qu'on travaille aujourd'hui en bonne intelligence aussi entre nous tous, entre les médias, les régulateurs. Je pense que voilà, certains politiques ont aussi conscience de l'importance. Et puis voilà, surtout, je redirais l'éducation média, le point important, le développement de l'esprit critique, que les gens se réapproprient leurs recherches d'informations, c'est très très important. Eh bien, on va écouter et regarder France Info, France Info Radio, France Info TV et le web. Sur les deepfakes, peut-être… Merci beaucoup pour ce très intéressant débat et cette invitation. Je voulais redire. Merci Estelle Cognac. À la prochaine, si je puis dire. Parce que je vous écoute quand même encore. Les deepfakes, peut-être réaction, Françoise Benamou et Benoît Roussel. Peut-être un point un petit peu en amont. Moi, je voudrais souligner le travail qui a été fait par l'ARCOM notamment et qui change beaucoup la donne. On cesse en France de considérer que d'un côté, vous avez la recherche, les chercheurs qui font leurs recherches pour publier dans des revues et sans se préoccuper du réel, et de l'autre côté, une administration qui regarde les chercheurs comme des gens à part. Et je trouve que ce dialogue qui s'est noué entre le monde de la recherche et le monde de l'administration ou de la régulation, c'est un dialogue qui peut énormément aider à ce qu'on sorte par le haut de ces questions de régulation des réseaux sociaux, de réponse aux fake news, etc. Benoît Loutrel. Je me permets d'enchaîner, de mentionner que jeudi, demain, on organise des journées d'études et qui sont accessibles en ligne, justement, où des chercheurs de France, de Navarre, de partout, qui travaillent sur les sujets de médias, qui soient éditorialisés, algorithmiques, de défense de la création, vont pouvoir justement présenter leurs travaux à l'ARCOM et publiquement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que, on l'a dit, au cœur de ce problème, il y a la confiance dans la manière dont on s'informe. Donc, se forme l'opinion publique, et c'est au cœur de la cohésion de nos sociétés. Et donc ça, c'est pas un sujet qu'on peut traiter par une approche étatique centralisée. Le rôle du régulateur, c'est de mettre tout le monde en capacité de participer à la solution de ce problème. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait ouvrir énormément. Et aussi parce que, on a bien vu la question critique en disant, mais quand même, dans son numérique, est-ce que vous allez y arriver? C'est aussi notre réponse en disant saisissons-nous de ce monde numérique et oui, c'est plus facile quand on est jeune et donc allons chercher, mobiliser les gens là où ils sont, eh bien c'est dans les universités, c'est à côté des chercheurs. C'est aussi pour ça qu'on va dans cette direction pour
pour rentrer pleinement. On sent qu'on rentre dans l'âge de raison du numérique où on s'approprie cet espace et il faut qu'on arrête de le vivre comme une menace, mais aussi comme une opportunité. Moi, je voudrais aussi conclure sur cet optimisme auquel on croit totalement. Il y a plein de choses merveilleuses qui ont été faites avec ces réseaux sociaux, sinon on n'y serait pas. Et merci pour cette conclusion. Ça va être très bien. Et très rapidement, il nous reste 30 secondes. Adina Revol. Oui, moi aussi j'aimerais conclure de manière positive et optimiste puisque dans l'Union européenne, nous avons été pionniers avec le RGPD qui a été mentionné et maintenant avec le DSA, avec la loi sur les services numériques et puis le travail continu. Et nous avons aussi des instruments financiers, on a mentionné les chercheurs. Donc au niveau de l'Union européenne, c'est une piste très intéressante. On veut travailler avec les chercheurs et puis on a un outil, le financement justement de leurs travaux à travers le programme Horizon Europe qui est le plus grand programme au monde pour le financement de la recherche en fait. On le sait très peu. Et puis ensuite, sur le terrain, en France, nous, on est disponible auprès des jeunes, justement, aussi des chercheurs, pour expliquer l'Union européenne, pour participer justement à la démystification. Merci beaucoup à vous toutes et tous, c'était passionnant. Il nous faudrait peut-être 2 ou 3 heures de plus, mais il y aura d'autres GECO et d'autres débats auxquels vous serez conviés. Merci infiniment à vous toutes et tous qui nous avez suivis et posé les questions. Et puis Françoise Benamou, donc je renvoie à cet ouvrage. Je vais essayer de montrer voilà correctement. Pas évident, hein, finalement, avec l'outil numérique. Bon, je cite Merci à vous. Françoise Benamou et Nathalie Moreau, Le don dans l'économie aux éditions La Découverte. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.